Si vous croyez que Dieu peut ouvrir des portes quand toutes semblent fermées, laissez déjà votre like, partagez cette histoire avec quelqu'un de spécial et abonnez-vous à la chaîne. Parce que l'histoire d'aujourd'hui commence par l'abandon, passe par le silence et se termine en révélant quelque chose de si inattendu que cela a changé une vie entière. Isabella avait 18 ans, un sac à dos vert délavé et 340 raies dans la poche quand son père a ouvert la porte de l'appartement et lui a dit, sans lever les yeux de son téléphone, qu'à partir de ce jour, elle devrait se débrouiller seule. Il n'y a pas eu de cris, pas de dispute, pas même d'explication, juste de l'indifférence. Renato Ramos a tourné le dos, est rentré dans l'appartement où sa nouvelle épouse l'attendait et a fermé la porte avec le calme de quelqu'un qui pense avoir résolu un problème. Isabella est restée immobile sur le trottoir pendant quelques secondes. Le soleil de ce matin semblait trop fort pour ce moment. Un voisin est passé en promenant son chien en laisse. Une voiture s'est garée de l'autre côté de la rue. Tout semblait absolument normal, comme si le monde n'avait pas radicalement changé à l'instant. Elle a ajusté son sac à dos sur l'épaule et a commencé à marcher. Isabella avait appris très tôt que certaines douleurs ne font pas de bruit. Sa mère était morte quand elle avait 7 ans et depuis, la maison n'avait plus jamais été une maison. Renato, son père, était devenu un homme distant, toujours occupé, toujours fatigué, toujours avec une raison pour ne pas regarder sa fille directement. Quand il s'était remarié, la distance était devenue routine. La belle-mère, Fernanda, ne criait jamais, elle n'insultait jamais. Elle faisait seulement de petits commentaires qui semblaient gentils en surface et froids à l'intérieur. Des commentaires qui rappelaient constamment qu'Isabella ne faisait pas partie de ce nouveau projet de vie. Et puis était venu ce matin-là. 3 semaines après l'anniversaire de ses 18 ans, Renato avait ouvert la porte et prononcé une seule phrase. « À partir d'aujourd'hui, tu te débrouilles seule. » Et c'est ainsi qu'Isabella était partie de chez elle. Elle n'avait que peu d'affaires, 3 tenues de rechange, des documents rangés dans un vieux livre et une enveloppe avec l'argent économisé grâce à de petits boulots après l'école. Elle avait marché presque 40 minutes jusqu'à la boulangerie Saint-José, un petit endroit au coin d'une rue animée où elle avait travaillé quelques mois plus tôt comme vendeuse. Juan Battista, le boulanger, déchargeait des sacs de farine quand il l'a vue entrer. Il n'a pas posé beaucoup de questions. Il a juste regardé le sac à dos, puis son visage, et a dit « La chambre du fond est vide. Si tu veux rester, tu peux rester. » Isabella a payé 300 raies sur le champ. Il lui restait 40 dans la poche. La chambre était petite, un peu plus de 3 mètres sur 2, avec un lit simple, une fenêtre grillagée et une ampoule jaune suspendue au plafond. Mais pour Isabella, cela ressemblait à un endroit sûr. Dans les mois suivants, elle a travaillé sans arrêt. Elle se levait à 4 heures du matin pour aider à la boulangerie, servait les clients jusqu'à midi et passait les après-midi à essayer d'économiser assez d'argent pour planifier un avenir quelconque. Elle ne se plaignait pas. Elle ne demandait pas d'aide. Elle continuait simplement. Chaque soir, elle pliait la couverture avec un soin presque rituel avant de dormir. C'était une petite façon de maintenir l'ordre dans un monde qui semblait avoir complètement perdu le contrôle. 4 mois se sont écoulés ainsi, et puis, un après-midi pluvieux de mardi, une lettre est arrivée. C'était une lettre recommandée. Le facteur a demandé une signature. Isabella a signé alors que ses doigts étaient encore couverts de farine du comptoir de la boulangerie. L'enveloppe venait d'un tribunal à Curitiba. À l'intérieur se trouvait un document simple, avec un langage formel et plusieurs mots difficiles. Mais il y avait une phrase qu'elle a comprise immédiatement. Argemiro Ramos, décédé à 84 ans, laissait comme unique héritière sa petite-fille Isabella Ramos. Isabella a fixé le papier pendant un long moment. Argemiro Ramos, le grand-père dont elle se souvenait à peine. Un homme aux grandes mains et à la voix grave qu'elle n'avait vu qu'une fois dans son enfance, lors d'une courte visite dans l'intérieur du Paraná. Selon le document, il lui avait laissé un domaine entier. 18 hectares de terre, une propriété ancienne appelée Sitio Santo Antonio. Isabella n'avait jamais mis les pieds dans quelque chose d'aussi grand. Elle n'avait même jamais imaginé posséder quoi que ce soit. Mais le document était clair. L'endroit lui appartenait désormais. Il lui a fallu 3 semaines pour décider d'y aller. Et elle n'a décidé que parce que l'univers semblait la pousser. Juan Battista lui a annoncé que son neveu viendrait travailler à la boulangerie et aurait besoin de la chambre. Isabella devrait partir le mois suivant.
Alors elle a pris l'argent qu'elle avait économisé, acheté un billet de bus pour Curitiba et un autre pour une petite ville de l'intérieur du Paraná. Le matin du départ, elle a mis tout ce qu'elle possédait dans son sac à dos vert. Le bus a mis presque 4 heures jusqu'à Curitiba, puis encore 1 heure et demie sur une route de plus en plus étroite. Des pins ont commencé à apparaître à l'horizon, d'immenses araucarias découpant le ciel. Quand elle est descendue à la petite épicerie qui servait d'arrêt final, le chauffeur a indiqué la direction. Le domaine est à 3 kilomètres par cette route de terre. Première barrière après le virage. Isabella a remercié et a commencé à marcher. La route était humide après la pluie récente. La boue rouge collait à la semelle de ses baskets. Le silence de la campagne était différent du silence de la ville. Il était rempli de petits sons. Le vent dans les arbres, des oiseaux au loin, le grincement de vieux bois quelque part. Après quelques minutes de marche, elle a vu la barrière, rouillée, ouverte. Et au-delà, au milieu d'un terrain envahi par les hautes herbes, est apparu le vieux corps de ferme à 2 étages, le sitio Santo Antonio. La maison était grande mais abandonnée. Une partie de la véranda s'était effondrée. Certaines tuiles étaient cassées. Les fenêtres étaient couvertes de moustiquaires rouillés. Cela ressemblait à une ruine. Isabella est restée immobile à regarder pendant un long moment. C'était l'endroit que son grand-père lui avait laissé. C'était tout ce qu'elle avait maintenant. Elle a respiré profondément. Elle a ouvert le cadenas avec la clé envoyée par le tribunal. Et elle a poussé la porte. L'odeur de bois ancien et de moisi est sortie de la maison comme un soupir gardé pendant des années. L'intérieur était couvert de poussière, mais la structure tenait toujours. Il y avait une lourde table en bois dans le salon, un poêle à bois dans la cuisine et un escalier menant à l'étage. Isabella a posé son sac à dos par terre. Elle a marché lentement dans la maison. C'était étrange de penser que cet endroit avait appartenu au grand-père qu'elle connaissait à peine. Mais quelque chose là semblait l'attendre. Cette première nuit, elle a dormi sur le canapé du salon, utilisant son manteau comme couverture. Et avant de s'endormir, elle a pensé à une chose curieuse. Peut-être que Dieu n'avait pas fermé toutes les portes. Peut-être qu'il la menait simplement vers un autre endroit. Le lendemain, elle a commencé à nettoyer la maison. Elle a ouvert les fenêtres. Elle a balayé le sol. Elle a allumé le poêle à bois après plusieurs tentatives. Pendant qu'elle nettoyait l'une des chambres du fond, le plancher de bois a cédé sous le poids de son pied droit. La planche s'est enfoncée, révélé une ouverture sombre. Isabella s'est agenouillée par terre. Elle a baissé son téléphone avec la lampe torche allumée et elle a vu quelque chose qui a fait accélérer son cœur. Un escalier, descendant vers un sous-sol caché sous la maison. Elle a respiré profondément et elle a commencé à descendre. Ce qu'Isabella était sur le point de trouver dans ce sous-sol allait tout changer. L'escalier grinçait à chaque marche. L'air en bas était froid et sec, différent de l'odeur humide de la maison au-dessus. Les murs étaient en pierre ancienne et le sol en terre battue semblait ne pas avoir été foulé depuis longtemps. Isabella a tenu fermement son téléphone et a éclairé l'espace autour. Au centre du sous-sol se trouvait quelque chose de grand couvert d'une bâche bleue décolorée. La structure était rectangulaire, organisée avec soin, comme si quelqu'un avait empilé cela avec beaucoup d'attention. Son cœur battait plus vite. Elle s'est approchée lentement. La bâche était attachée avec des cordes de sisal durcies par le temps. Isabella a essayé de défaire les nœuds, mais ils étaient trop rigides. Elle est remontée à la cuisine, a pris un vieux couteau dans le tiroir et est revenue. Elle a coupé les cordes une par une. Quand elle a tiré la bâche sur le côté, quelque chose est apparu qu'elle n'aurait jamais imaginé voir. C'étaient des peintures, des dizaines, de grands et petits tableaux, tous emballés individuellement dans du tissu jauni par le temps, empilés avec précision. Isabella a pris le premier avec précaution. Elle a déroulé lentement le tissu. La peinture montrait un champ ouvert avec des araucarias au fond et un enfant courant dans l'herbe illuminée par le soleil. La lumière semblait vivante à l'intérieur de la toile. Dans le coin inférieur droit se trouvait une signature. A. Ramos. Et une date. Isabella en a pris une autre. Une rivière de pierres avec un garçon pêchant. Autre signature. Autre date. Elle en a ouvert une autre. Une véranda avec une femme assise, regardant l'horizon. Tableau après tableau a été révélé. Des scènes de l'intérieur du Paraná. Des chants. Des enfants jouant. Des ciels immenses. Toute une vie peinte en silence.
Quand elle a fini d'ouvrir tous, Isabella en a compté 43. 43 œuvres d'art gardées dans ce sous-sol. Mais il y avait plus. Derrière la dernière pile de tableaux appuyée contre le mur de pierre, se trouvait une petite boîte en métal, de celles anciennes pour biscuits. Isabella a pris la boîte. Elle était lourde. Quand elle a ouvert le couvercle, elle a trouvé des lettres. 14 lettres. Toutes pliées avec soin. Sur chacune était écrit d'une grande écriture. « Ma belle Isabella ». Elle s'est assise par terre dans le sous-sol et a commencé à lire. La première lettre datait de quand elle avait 8 ans. Argemiro écrivait que son fils n'autorisait pas les visites, mais qu'il pensait à elle tous les jours, malgré tout. Il disait que chaque fois qu'il peignait un enfant courant dans les champs, il imaginait que c'était elle. La deuxième lettre parlait d'un cadeau qu'il avait essayé d'envoyer et qui avait été renvoyé. La troisième racontait les arbres qu'il avait plantés au domaine. La quatrième disait quelque chose de simple. Continue de rêver même quand personne n'y croit. Lettre après lettre, Isabella a découvert quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Son grand-père avait toujours pensé à elle. Toujours. Même quand elle croyait avoir été oubliée. Dans la dernière lettre, écrite quelques mois avant sa mort, Argemiro a laissé un message clair. « Ma belle, j'ai tout préparé pour toi. Les peintures, le domaine, les documents au tribunal. Un jour tu viendras et tu trouveras tout. » Isabella a pleuré. Ce n'était pas de la tristesse. C'était autre chose. C'était la sensation d'être enfin vue. Cette même semaine, une voisine est apparue au domaine. Dona Conceição. Une femme aux cheveux blancs attachés en chignon simple et au tablier fleuri. Elle a apporté un pot de confiture de lait. Elle s'est assise à la table de la cuisine et a raconté qu'elle connaissait Argemiro depuis 40 ans. « Il parlait de toi parfois », a-t-elle dit. C'est Dona Conceição qui a expliqué beaucoup de choses. Argemiro avait été un peintre connu dans la région des décennies plus tôt. Il avait même exposé dans des galeries de Curitiba, mais après un problème de santé, il avait décidé de s'éloigner du marché de l'art. Il avait continué à peindre uniquement pour lui-même, et à tout garder, sans vendre, sans montrer, comme s'il attendait quelque chose, ou quelqu'un. Quelques semaines plus tard, une spécialiste en art est venue au domaine pour évaluer les peintures. Renata Silveira a passé 3 heures dans le sous-sol à examiner chaque toile. Quand elle a fini, elle est montée les escaliers avec une expression sérieuse. Elle s'est assise à la table de la cuisine et a dit « Isabella, ces œuvres ont de la valeur, beaucoup de valeur. » Elle a expliqué qu'Argemiro Ramos était considéré comme un peintre régionaliste important et que le fait que 43 toiles n'aient jamais été vendues rendait la collection extrêmement rare. L'estimation initiale dépassait 1 million de reais. Isabella est restée silencieuse. Quelques mois plus tôt, elle avait 40 reais dans la poche. Maintenant, elle était assise dans une vieille cuisine à entendre qu'elle possédait une collection valant des millions. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. 3 semaines plus tard, un homme est apparu à la barrière du domaine. Claudio Ramos, frère d'Argemiro, grand-oncle d'Isabella. Il est arrivé accompagné d'un avocat. La contestation a été rapide. Claudio affirmait qu'Argemiro n'était pas en pleine capacité mentale quand il avait signé le testament. Et il voulait la propriété. Le procès a commencé immédiatement. Le juge a suspendu toute vente des peintures jusqu'à ce que tout soit résolu. Isabella a recommencé à ressentir le même froid dans l'estomac qu'elle avait ressenti la nuit où elle avait été expulsée de chez elle. Mais cette nuit-là, assise sur la véranda du domaine, en regardant les araucarias sous le ciel étoilé, elle s'est souvenue d'une phrase d'une des lettres. « Reste ferme ». Le lendemain, Dona Conceição a emmené Isabella chez un avocat à la retraite nommé Evaristo Paz. Il avait été l'ami d'Argemiro pendant des décennies. Quand il a entendu toute l'histoire, il a ouvert un vieux dossier gardé sur l'étagère. À l'intérieur se trouvaient des documents. Argemiro avait tout prévu. Il avait laissé non seulement le testament, mais aussi un rapport médical prouvant sa pleine lucidité, et une déclaration détaillée expliquant exactement pourquoi il voulait tout laisser à sa petite-fille. Evaristo a accepté de défendre Isabella, sans rien facturer. Le procès a duré 68 jours, 68 jours de tension, 68 jours d'attente, mais quand la décision est enfin sortie, le juge a été direct. Le testament était valide. Isabella Ramos était l'unique héritière légitime. Claudio Ramos a perdu le procès.
Cet après-midi-là, Isabella est sortie du tribunal et a senti le soleil du Paraná sur son visage. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir semblait ouvert. Quelques mois plus tard, 12 des peintures ont été emmenées aux enchères à Curitiba. Elles ont été vendues pour 480 000 reais. Avec cet argent, Isabella a commencé à restaurer le domaine. Toit neuf, véranda reconstruite. Puas réactivée. L'ancienne maison abandonnée a commencé à reprendre vie, et puis elle a pris une décision qui allait tout changer. Elle transformerait la plus grande chambre de l'étage en galerie, un espace pour exposer les peintures d'Argemiro, et pour que d'autres personnes puissent connaître l'histoire de cet homme qui avait peint pendant des décennies en silence. La galerie a été inaugurée un dimanche après-midi. 23 personnes sont venues. Peu de temps après, des étudiants ont commencé à visiter. Des artistes, des chercheurs, des curieux. Le domaine qui était autrefois abandonné s'est transformé en un lieu plein de vie. Et des années plus tard, Isabella a créé là le projet Argemiro, des cours gratuits de peinture pour les jeunes de la région, des adolescents qui, comme elle un jour, essayaient de trouver un chemin, parce que parfois la plus grande héritage n'est pas l'argent. C'est l'opportunité de transformer la douleur en quelque chose qui illumine les autres. Si cette histoire vous a touché d'une quelconque façon, laissez votre like, partagez-la avec quelqu'un de spécial et abonnez-vous à la chaîne, parce que des histoires comme celle d'Isabella rappellent quelque chose d'important. Dieu peut transformer l'abandon en but. Et parfois ce qui semble la fin de tout n'est que le début du chemin qui était préparé pour vous. Partagez cette histoire et abonnez-vous à la chaîne pour suivre d'autres histoires réelles de dépassement et d'espoir. Des années plus tard, assise sur la véranda reconstruite du Sitio Santo Antonio, Isabella observait le vent bouger les araucarias que son grand-père avait peintes tant de fois. La galerie recevait des visiteurs de plusieurs villes et le projet Argemiro aidait déjà des jeunes à découvrir des talents qu'ils ne savaient même pas posséder. Dans ce silence tranquille de la campagne, elle a compris quelque chose de simple. L'abandon qui avait un jour semblé une fin n'était que le commencement de tout ce que Dieu préparait pour elle.